Voilà, bien chers amis, avant de commencer la conférence elle-même, je voudrais juste insister sur ce que nous a dit le responsable des universités d'été de Civitas, M. McKenna, pour dire que les prêtres qui sont ici sont vraiment à votre disposition. Pour ceux qui sont catholiques ou pour ceux qui désirent parler à des prêtres catholiques traditionnels, eh bien, voilà, nous sommes là, nous ne sommes malheureusement pas très nombreux, mais donc les pères dominicains, le père Laurent et monsieur l'abbé Morgan sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Bien sûr, le temps pendant l'université d'été est assez limité. On a besoin de dormir quand même quelques heures dans la nuit, mais voilà, au maximum, on est à votre service. Ce qui m'a été demandé dans cette conférence d'introduction, c'est deux choses. La première, c'est de vous donner une première définition de ce qu'est la grande réinitialisation, qui vous permettra de savoir par quel bout prendre le sujet, et ensuite de vous présenter rapidement le canevas logique des conférences. Donc la première question, comme disait le maréchal Foch, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la grande réinitialisation? Eh bien, la grande réinitialisation, c'est d'abord, et il faut commencer par cela, une expression. Et une expression n'est pas choisie au hasard, nous ne sommes pas nominalistes, et cela vaut la peine de réfléchir un petit peu sur le pourquoi. Pourquoi le président du Forum économique mondial, M. Klaus Schwab, pour désigner ce mouvement de transformation qu'il veut impulser dans le monde, l'a nommé la grande réinitialisation. Donc, dans un premier temps, eh bien, j'essaierai de réfléchir un petit peu sur le pourquoi de ce mot de réinitialisation. Vous me permettrez, même s'il est un peu plus long en français qu'en anglais, de préférer éviter d'introduire le mot de reset. Je l'aurais prononcé une fois, mais j'essaierai de ne pas le reprononcer pour bien rester dans notre langue. Et puis, ensuite, une fois que je vous aurai présenté un petit peu cette première réflexion, eh bien, nous irons interroger M. Klaus Schwab dans ce livre de 2020, Covid-19, la grande réinitialisation, et également dans le livre précédent qu'il est utile de consulter aussi, qui s'appelle « La quatrième révolution industrielle », pour que personne ne puisse dire « ce sont des inventions de l'université d'été de Civitas », mais qu'on puisse dire, eh bien oui, c'est vraiment, ils partent de ce qu'il a écrit, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas d'extrapolation à ce sujet. Et parce qu'en réalité, il y a une controverse qui existe dans Wikipédia, organe de propagande mondialiste. Eh bien, il est dit que Schwab a simplement fait une proposition de planification économique pour reconstruire l'économie de manière durable après la pandémie de Covid-19. Et le Wikipédia déplore ces gens, évidemment, de l'extrême droite, qui déforment et qui veulent donner à la grande réinitialisation une envergure, une ampleur qu'elles n'ont pas. Vous l'avez deviné, ce sont les théories du complot. Ceux, je vous préviens à l'avance, qui estiment que la grande réinitialisation n'est pas simplement une proposition économique, ont basculé, avec moi, dans les complotistes. Donc, dans un deuxième temps, donc, je lui demanderai à Klaus Schwab ce qu'il a écrit, et vous ferez le constat avec moi. Et puis, dans un troisième temps, quand on aura vu ce qu'est la réinitialisation, eh bien, nous réfléchirons sur ce que Schwab nous a dit et voilà, comment le projet
que nous aurons vu être le sien, eh bien, ce qu'il implique, quels sont ses tenants et ses aboutissants, et vous verrez que, bien que nous ne puissions pas traiter tous les aspects de la grande réinitialisation dans cette université d'été, que les conférences, dans une large part, vont développer les différents aspects du projet du devin de Davos. Voilà. Donc, premièrement, à propos de cette expression de grande réinitialisation. Donc, je suis sur le mot et je cherche l'explication du mot. Il faut d'abord dire que, même si ce livre titre Covid-19, la grande réinitialisation, eh bien, le mot existait avant, c'est un mot récent, mais le mot existait avant et avait été annoncé publiquement par son Altesse royale, le prince Charles d'Angleterre et Klaus, en mai 2019, pour annoncer officiellement le lancement de la grande réinitialisation. D'une manière plus ancienne, on trouve Christine Lagarde, présidente du FMI, qui, en 2014, utilise aussi l'expression, mais elle est dans le cercle proche de Schwab, elle développe un discours en 3 mots, qui commencent chacun par R, reprise, risque et réinitialisation. Plus anciennement encore, le mot est utilisé dans un livre de Richard Florida en 2010, professeur de géographie à l'Université de Toronto, pour réagir, semble-t-il, à des difficultés économiques du pays. Voilà ce qu'on peut dire sur l'historique. Probablement, on peut aller un petit peu au-delà, mais je ne le sais pas. Le mot de réinitialisation est emprunté, évidemment, au vocabulaire informatique. Après avoir initialisé son ordinateur, initialiser est aussi un néologisme de l'informatique, après avoir initialisé son ordinateur, on le réinitialise par exemple, ce n'est pas toujours d'ailleurs très bon signe quand on doit le faire, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on le remet à zéro, quitte à détruire ce qu'il y avait dedans comme fichier ou à les endommager gravement. Chacun a les métaphores de son choix. Celle de Schwab n'est pas très poétique, elle est informatique. Il a voulu que le titre de son livre traduit en français, il est d'abord en anglais, le conserve. Il n'a pas voulu que ce soit donné comme titre Covid-19, le grand recommencement ou la grande remise à zéro. Non, il a voulu que ce soit la grande réinitialisation. Il tient à sa métaphore. Pourquoi ? Pour que nous comprenions quelque chose, pour que nous comprenions qu'il s'agit en réalité de remettre à zéro, de réinitialiser quelque chose comme on remet à zéro un ordinateur. Vous voyez, il tient à ce que la comparaison, elle soit bien dans nos esprits. Comme on remet à zéro un ordinateur, un quelque chose qu'il faut définir, on le remet à zéro. Et évidemment, si on en éprouve le besoin, c'est parce que ça ne va pas, que l'on veut obtenir quelque chose de mieux. Pourquoi maintenant, c'est une autre question, eh bien, a-t-il joint Covid-19, la grande réinitialisation? Parce que, s'il a fait ce titre un petit peu étrange, eh bien, c'est pour nous dire que c'est à l'occasion de cette fameuse pandémie, ou dit-elle que la grande réinitialisation, comme une fenêtre, c'est l'un de ces termes, va être ouverte. Voilà. Alors, bien chers amis, si la grande réinitialisation est uniquement une question économique, ça veut dire que j'ai en face de moi des économistes distingués qui se sont déplacés pour que nous traitions devant eux des questions économiques et que le plan des conférences que vous avez devant vous est un magnifique hors-sujet. Comment savoir si c'est un magnifique hors-sujet? Eh bien, c'est là qu'il faut ouvrir le livre de M. Schwab. Je ne vous dis pas que c'est mon livre de méditation de chaque jour, mais il est vrai que je l'ai tout de même pas mal potassé pour préparer ce travail.
Voilà, donc dans l'introduction, voilà ce que nous disent les auteurs, car le livre est coécrit avec Thierry Maleret. Première citation. L'objectif principal de ce livre est d'aider à comprendre ce qui nous attend dans une multitude de domaines. 1-0 en faveur des conspirationnistes que nous sommes dans une multitude de domaines et non pas simplement dans le domaine économique. Deuxième citation. Principalement explicatif, fournissant de nombreuses conjectures et idées sur ce à quoi le monde post-pandémique pourrait et peut-être devrait ressembler. 2-0. Il ne s'agit pas simplement de l'économie, mais du monde post-pandémique. C'est relativement ambitieux. Je ferai juste remarquer, en passant, une petite nuance, comme on en trouve beaucoup dans le livre de Schwab, qui est un homme prudent, circonspect, pourrait et peut-être devrait ressembler. Il hésite un petit peu à exprimer tout le fond de sa pensée. Dans la réalité, c'est plus devrait que pourrait. Troisièmement, les auteurs expliquent, cette fois-ci en mettant sur le dos de la population, que pensent les hommes. Et ils disent « La population estime que le temps est venu de se réinventer. Un monde nouveau va émerger et il nous faut à la fois en imaginer et en dessiner les contours. » 3-0. On est de plus en plus loin d'une simple théorie économique. Non, il s'agit cette fois-ci, et ça va loin, de se réinventer. Pesons les termes. Si les mots signifient quelque chose, il faut réinventer le monde et peut-être réinventer l'homme. Un monde nouveau va émerger. Le but est d'aider nos lecteurs à saisir le caractère multidimensionnel des changements à venir. Si maintenant vous considérez la table des matières, vous êtes frappé dès le premier regard que systématiquement, à part le premier chapitre, tous les chapitres commencent par réinitialisation. Et sur un livre de 316 pages, vous en trouvez effectivement 41, ni une de plus, ni une de moins, qui sont strictement sur l'économie. Faites le calcul, tout le reste n'est pas sur l'économie, c'est sur la réinitialisation sociétale, géopolitique, environnementale, technologique, industrielle, individuelle, etc. Donc, je dirais que le dernier livre de Schwab est tout autre chose qu'une simple proposition de planification économique. C'est bien davantage que cela. C'est une réinitialisation, au dire de son auteur, c'est une réinitialisation du monde et de l'homme. Et d'ailleurs, le titre, qui est assez prétentieux, serait carrément surfait s'il ne s'agissait que d'une simple proposition modeste pour se tirer de l'impasse économique. Je continue. Schwab nous dit maintenant davantage, la citation est un petit peu plus longue, mais elle est intéressante. Au minimum, je ne pourrai pas tout commenter, vous allez voir la partie qui m'intéresse le plus. Au minimum, comme nous le dirons, la pandémie accélérera les changements systémiques apparus avant la crise. Quels sont ces changements systémiques? Aux yeux de Schwab, le retrait partiel de la mondialisation. Il est inquiet parce qu'il voit des signes de péril pour la mondialisation. La séparation croissante des États-Unis et de la Chine, l'accélération de l'automatisation, les préoccupations relatives à la surveillance accrue, l'attrait croissant des politiques en matière de bien-être, la montée du nationalisme, on a l'impression que les gilets jaunes sont son cauchemar, et la crainte de l'immigration qui en découle. La montée de la puissance technologique, elle peut aller au-delà d'une simple accélération, attention, en modifiant des choses qui sembleraient immuables. En modifiant des choses qui semblent immuables. Donc, la réinitialisation, ce n'est pas simplement un accélérateur, c'est un accélérateur, mais c'est plus que ça, parce que
ça va permettre de modifier des choses qui normalement sont immuables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas changer. Nous nous approchons doucement du véritable objectif de la réinitialisation. Et étant donné que Schwab est un homme circonspect, prudent, et que dans ce livre-là, eh bien, pour des raisons que je pourrais expliquer si j'ai le temps, il ne dit pas tout. De toute façon, il ne dit jamais tout. Et qu'il nous dit dans la citation que je vous ai donnée que les changements systémiques étaient apparus en réalité avant la crise de la Covid. S'ils sont apparus avant, c'est un motif pour regarder maintenant comment Schwab nous apprend d'autres choses dans la 4e révolution industrielle. Et dans ce livre, il se lâche davantage. On voit qu'il est ébloui par la pensée, que l'on est en train de vivre un moment épatant, le moment clé du passage de l'homme à l'homme augmenté. Que d'une société de vulgaires homines sapientes comme vous et moi, nous allons passer à une société nouvelle d'hommes augmentés. La 4e révolution industrielle, c'est une fusion. Mais qu'est-ce qui va fusionner? Je vous le dis, 3 mondes, le monde physique, le monde numérique et le monde biologique, c'est-à-dire nous, les hommes en particulier. Je le cite pour que ce soit bien lui qui parle. La portée de la 4e révolution industrielle va bien au-delà des systèmes et des machines intelligentes et connectées. On assiste à plusieurs vagues d'innovations simultanées dans toutes sortes de domaines, du séquençage génétique aux nanotechnologies, des énergies renouvelables à l'informatique quantique. C'est la fusion des technologies et leur interaction simultanée dans le monde physique, numérique et biologique qui constitue l'originalité de cette 4e révolution industrielle. Voilà. Il faut que nous posions les choses. L'originalité de la 4e révolution industrielle, elle ne disparaît pas avec la grande réinitialisation. Les 2 livres sont à lire tous les 2, l'un avec l'autre, car en réalité, la grande réinitialisation va permettre de réaliser les rêves qui sont exprimés par Schwab dans la 4e révolution industrielle. Qu'est-ce qu'il nous dit encore de cette 4e révolution industrielle? C'est une citation particulièrement importante. Elle influencera les modalités de nos relations sociales, les hiérarchies dont nous dépendons, notre santé, et peut-être plus tôt que prévu, elle pourrait aboutir à certaines formes d'augmentation humaine qui nous conduiront à reconsidérer la définition même de l'humain. À reconsidérer la définition même de l'humain. C'est-à-dire que la définition qui a défié les temps, l'homme est un animal rationnel, est une définition qui va devenir caduque. Il va falloir, sous peu, et peut-être les gens de Davos ont-ils déjà reformulé la définition, en tout cas quelqu'un qui l'a fait, c'est le principal inspirateur de Schwab, c'est Yuval Noah Harari, qui a écrit Homo Deus. Je présente rapidement Harari, qui coche toutes les cases de ce qui fait de lui un saint de la modernité, c'est-à-dire qu'il est israélien, il est homosexuel, il est woke, il est vegan, et peut-être d'autres choses aussi. Enfin, en tout cas, c'est un saint de la modernité, et c'est le grand inspirateur d'Harari, grand inspirateur d'Obama, de Clinton. Le Point a dit de lui que c'était le plus grand penseur de l'humanité. Chapeau bas. Eh bien, voilà, donc lui nous dit dans ce livre, que j'ai aussi eu comme lecture spirituelle, Harari nous dit aussi beaucoup de choses qui permettent de beaucoup mieux comprendre ce que pense Schwab.
sur l'homme. Donc, je continue maintenant avec vous voyez, la pensée de Schwab dans la 4e révolution industrielle. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit que les bornes de notre espérance de vie, de notre santé, de notre capacité cognitive, de nos facultés, se trouvent repoussées selon des modalités qui relevaient jusqu'alors de la science-fiction. En d'autres termes, par exemple, pour le premier point, les bornes de notre espérance de vie, Klaus nous dit qu'il a 83 ans, mais qu'il a l'espoir de demeurer encore un bon moment dans sa position de bienfaiteur du village planétaire. Après tout, Mathusalem a bien soufflé sa 969e bougie. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit que réfléchir à ces exemples, c'est-à-dire que la biotique va pouvoir entraîner, ce que la biotonique va pouvoir entraîner comme progrès et comme possibilité, ces exemples et à leur implication pour l'espèce humaine nous amènent en territoire inconnu, à l'aube d'une transformation totalement inédite de l'espèce humaine. Et je vous donne maintenant la cerise sur le gâteau, pas encore celui de son 969e anniversaire, elle est à la page 119 de son livre. Notre visionnaire nous prédit qu'il y aura des laissés pour compte, il y en a peut-être dans cette salle, des hommes qui se refuseront à devenir des hommes augmentés. Ce qui l'amène à évaluer alors l'inégalité qui existera entre les hommes augmentés et les autres. C'est le point le plus important, le plus significatif. Je soulignerai le mot le plus important, mais vous le devinerez par vous-même. Nous sommes au seuil d'un changement systémique radical qui exige des êtres humains qu'ils s'adaptent en continu. En conséquence, on risque d'assister à une polarisation croissante entre ceux qui adoptent le changement et ceux qui lui résistent. Ceci engendrera une inégalité ontologique entre ceux qui s'adaptent et ceux qui résistent, les gagnants et les perdants. C'est pas très élégant, mais les gagnants et les perdants, c'est dans le texte. Alors, je vais faire ici, avec un petit sourire que vous me permettrez, un premier rapprochement. Et en réalité, j'ai été impressionné, mais je ne pourrais pas tous vous les donner, au nombre de rapprochements qu'on peut faire. Un premier rapprochement qui existe entre la vision du nazisme et la vision de Klaus, né en 1938 dans l'Allemagne hitlérienne et fils d'Eugène Schwab. Les penseurs du nazisme, en effet, militent en faveur d'un peuple d'hommes augmentés ou surhommes et conçoivent eux aussi l'humanité en deux classes, celle des hommes supérieurs et des sous-hommes, les gagnants et les perdants, comme dit Klaus avec élégance. Et j'aime pas beaucoup la psychanalyse, mais il me semble qu'une petite psychanalyse de Klaus serait sans doute passionnante. Quels sont donc ses souvenirs d'enfance à ce jeune garçon né en 1938 d'un père qui est notable à Ravensbourg et qui est membre de 3 organisations actives sous le Troisième Reich, la Fédération nationale socialiste pour l'éducation physique, le Front allemand du travail et le Secours populaire national socialiste, qui est directeur commercial d'un site de l'entreprise Escher Weiss, qui dispose d'un site prospère à Ravensbourg. Voilà ce que nous dit Peter Fassler, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paderborn et interrogé par l'AFP à ce sujet. Escher Weiss semble avoir été une entreprise de technologie spécialisée assez intéressante en termes d'industrie d'armement et donc également active en tant que partenaire de l'économie nazie. L'utilisation des travailleurs forcés semble être certaine. Tout indique que l'entreprise, et donc probablement aussi Eugène Schwab, a contribué au fonctionnement du régime nazi et de l'économie nazie.
Et l'entreprise se portait bien puisque le nombre des travailleurs forcés a augmenté très sensiblement pendant les années de guerre. Certes, on ne choisit pas ses parents, ni ses souvenirs d'enfance, et l'on n'en fera pas grief à Klaus. Son père, d'ailleurs, a obtenu des certificats de dénazification en 1946, avec la mention « acquitté », mais comme le reconnaissent les spécialistes, ces documents ne permettent pas de tirer des conclusions sur les convictions de Jeanne, tant les mensonges ont proliféré dans les procédures. Bien chers amis, paix à l'âme de Jeanne, évidemment, mais on aimerait pouvoir demander au patron de Davos s'il ne ressent pas quand même une certaine gêne de se retrouver in fine en parallèle étroit avec certaines des idées du nazisme, l'avènement d'une race supérieure, les surhommes dont il sera, le découplage de l'humanité en une race supérieure et en une race inférieure. Et nous pourrions aussi évoquer son volontarisme complètement divorcé de la réalité, qui lui a fait lâcher, il y a moins de 2 mois, le 23 mai 2022, au Forum de Davos, « L'avenir ne se construit pas seul, c'est nous, Forum économique de Davos, qui construisons l'avenir. Nous avons les moyens d'imposer le monde que nous voulons. » Vous avouerez que c'est une envolée peu démocratique et qui n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. D'ailleurs, son alter ego du point de vue de la gérontocratie, George Soros, l'a tensé publiquement de son inclination vive pour la tyrannie chinoise, à qui il reconnaît bien des mérites, effectivement, dans Covid-19, la grande réinitialisation. Ce système de déshumanisation absolument abominable de la Chine ne le choque vraiment pas. Et l'on sent chez lui la gêne que suscitent effectivement les pesanteurs démocratiques. On a du mal à y prendre des mesures d'urgence quand c'est nécessaire. On y voit monter des clameurs populistes incontrôlées comme les gilets jaunes, etc. Ce n'est pas que cela me gêne extraordinairement, mais pas pour les mêmes raisons que lui, que finalement Schwab se déclare très peu démocrate. Tandis qu'en Chine, à la bonne heure, on a été efficace dans la lutte contre la pandémie, grâce, je le cite, à un traçage des contacts efficace, à un suivi des contacts encore plus efficace, par la géolocalisation heure par heure, ce qui permet, en temps réel, se félicite Schwab, d'avertir, je cite, les autres utilisateurs de téléphones portables à proximité du porteur qu'ils ont été exposés à une personne infectée. Voilà qui s'appelle gouverner, n'est-ce pas? J'arrête ici la liste des comparaisons, non par faute d'une matière qui est vraiment abondante, mais pour garder du temps pour autre chose. Je n'ai rien contre les Allemands, à qui je reconnais de grandes qualités, mais ne peut m'empêcher de me rappeler ce que me disait un ami polonais. Il paraît que dans le langage familier des Polonais, Schwab serait à peu près l'équivalent de notre Bosch, sale allemand. Notons que le projet de Schwab, c'est aussi de vaincre les résistances de ceux qui s'opposent pour eux-mêmes ou qui s'opposent en soi à son projet. Et pour cela, eh bien, il s'agit d'extirper tous les déterminismes de l'homme, dans le but de le rendre libre, évidemment. Et donc, dans ce livre de la grande réinitialisation, eh bien, on trouve, par exemple, l'idée de la disparition des patries. C'est dit d'une façon positive, c'est-à-dire qu'il faut une reconfiguration du monde dans des régions, mais n'entendez pas région au sens où la Normandie est une région,
dans des régions autrement découpées donc que ne l'étaient les anciennes régions et qui enterreront les patries, ces régions artificielles, eh bien, dépendront de grands blocs qui seront les véritables unités de pouvoir, comme l'Europe par exemple. Disparition des patries, disparition des familles. Voilà ce que dit Schwab dans la 4e révolution industrielle cette fois-ci. Les structures familiales se trouvent redéfinies du fait de l'évolution historique des flux migratoires et de la baisse des coûts de la connectivité. Les contraintes spatiales étant abolies, les liens s'établissent d'un pays à l'autre avec un dialogue familial permanent, renforcé par les moyens numériques de communication. De plus en plus, l'unité familiale traditionnelle se trouve remplacée par un réseau familial international. Nous sommes tous frères. C'est joli. Bien entendu, dans les déterminismes, il faut compter aussi la libération sexuelle. Il est bien évident que l'homme de demain, l'homme augmenté, doit être libre sexuellement, et donc les réinitialisateurs de Davos défendent l'égalité des sexes et les droits des LGBTQ, et je crois que j'en oublie. Nous nous trouvons bien dans la promotion de cet homme enfin libéré, parce qu'on l'aura délivré de tous ces déterminismes religieux, moraux, philosophiques, artistiques, culturels, plus de passé, plus de patrie, plus de famille, plus de sexe biologique déterminant, plus de travail, plus de besoin de posséder et plus de langage, sinon la novlangue qui est largement avancée aussi. Voilà. Alors, bien chers amis, ce dont je suis en train de parler, c'est effectivement d'une idée qui est probablement, peut-être que l'on peut le discuter un petit peu, je ne sais, une idée qui est vraiment celle qui apparaît le mieux, en tout cas, dans les 2 livres de Schwab, et en particulier dans la 4e révolution industrielle, et cette idée, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, nous allons vers ce qu'il appelle un homme augmenté, et c'est ce qu'il veut, et toute la grande réinitialisation, eh bien, se trouve au cœur cet homme augmenté, et on comprend bien qu'il faut qu'il y ait une société qui soit nouvelle aussi, un monde qui soit nouveau pour ces hommes qui sont nouveaux. Eh bien, au stade où nous en sommes, je dirais que pour qu'on puisse penser ainsi, pour qu'on puisse penser qu'on doive redéfinir l'homme, que l'homme de demain ne sera plus l'homme d'aujourd'hui, et que d'une certaine manière, le transhumanisme conduit au post-humanisme, qu'il n'y aura plus d'humanité, qu'il y aura autre chose que des hommes sur la Terre. Eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre d'idées qui sont sous-jacentes pour qu'il y ait une telle pensée. Et ce sont quelques références philosophiques simples qu'il est intéressant de donner ici pour comprendre comment on peut en arriver à avoir une telle pensée. Une référence philosophique que je vous donne, eh bien, c'est l'une des plus anciennes, en tout cas en Europe, c'est le théologien, le moine même, le moine franciscain même, qui s'appelle Occam. Nous sommes après saint Thomas d'Aquin, nous sommes à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, et nous avons quelqu'un qui, en réaction au thomisme, en réaction au scotisme également,
quelqu'un qui va intervenir dans ce qu'on appelle la querelle des universaux et qui va dire que ce n'est pas normal lorsqu'on voit Pierre, Paul et Jean de penser que ce sont trois hommes et qu'ils ont en commun une nature humaine. Qu'il y a une nature, que vous êtes tous, je pense, dans cette salle, des êtres humains, et que on constate que chacun d'entre vous a quelque chose qui se ressemble et qu'on a l'habitude d'appeler la nature humaine. Eh bien non, c'est remis en cause par Occam pour différents motifs. Il passe ce qu'on appelle un rasoir, on appelle le rasoir d'Occam, le fait d'éliminer tous ces universaux et tout ce qui sépare Dieu des individus. Il n'y a que des individus et finalement Dieu pourrait très bien faire quelqu'un qui ressemble à un homme et qui ne soit pas un homme. Et pourquoi est-ce qu'on parle de nominalisme? Parce que finalement, quand on dit des hommes qu'ils sont des hommes, c'est une manière commode de parler, mais qui en réalité ne signifie pas de vérité. On ne peut pas savoir si la nature humaine existe. Et Occam a une immense influence, puisque au XIVe et au XVe siècle, la grande majorité des chaires de théologie dans toute l'Europe sont tenues par ses disciples, par des Occamiens. Et c'est de ces disciples qu'est issu par exemple le Luther et le protestantisme et bien d'autres choses. Donc on peut dire que si Descartes est appelé le père de la philosophie moderne, je dirais l'ancêtre, c'est vraiment se dénommer Occam. Et d'une certaine manière, pour que Schwab et les autres puissent imaginer qu'on puisse arriver à être autre chose que ce que l'on est, c'est qu'effectivement, soit il n'y a pas de nature, soit les natures sont poreuses, soit la nature humaine est poreuse, de telle manière qu'on puisse passer d'une nature à une autre nature. Mais il y a bien entendu d'autres courants, d'autres influences plus récentes qui permettent de comprendre pourquoi des hommes aujourd'hui peuvent penser des choses comme ça. Il y a, par exemple, il ne faut pas parler de philosophie, mais toute la théorie de Darwin, du fait qu'il y a une espèce d'évolution progressive, un progressisme des espèces qui fait que nous en sommes tous convaincus. Au départ, nous descendons du serpent et nous sommes passés par le chimpanzé. Aujourd'hui, nous sommes des Homo sapiens. Demain, nous serons des hommes augmentés et après, nous serons Dieu. Voilà. On est, vous voyez, soit dans une inexistence des natures, soit dans une porosité des natures, ce qui revient à peu près au même et qui fait qu'on ne cesse de progresser. Et je dirais que tous ceux qui sont à la remorque de ces augmentations, de ces surhommes, sont tous plus ou moins contaminés par ce genre de pensée. Une troisième référence philosophique que je voudrais vous donner pour expliquer un petit peu comment on peut en être là aujourd'hui, je dirais aussi bas que cela d'un point de vue philosophique, c'est quelque chose de plus récent qui est du XXe siècle et qui s'appelle le constructivisme et également le déconstructivisme et qui a proliféré en France comme en Allemagne. Et donc dans cette dernière pensée, vous voyez, toutes les habitudes que nous avons, tous les comportements qui sont les nôtres, tout ce qui nous paraît le plus naturel à notre vie, en réalité est purement artificiel. Le fait que nous croyons que pour qu'un enfant grandisse d'une façon équilibrée, il faut qu'il ait un papa et une maman, que c'est bon d'avoir des racines, que c'est bon d'avoir une patrie. Tout cela, le constructivisme dit mais non, c'est purement artificiel, ce sont des constructions
et on peut le déconstruire aussi. Et les déconstructivistes, c'est ceux qui disent « Eh bien oui, il est bon de déconstruire pour que finalement on arrive à l'homme nu comme un ver de terre et qui sera vraiment un homme parce qu'il sera nu comme un ver de terre. » Ouais. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là, l'homme devient une sorte de construction de l'ego. On prend, on enlève, et c'est la mentalité qui s'est répandue partout. Et donc si finalement on peut construire l'être humain, eh bien autant augmenter l'être humain. Hein, on trifouille dans la génétique, on met des implants cérébraux, et vas-y par ici un peu de bioéthique et d'intelligence artificielle, et on arrive à une sorte d'homme augmenté. Et quelle société va être autour de cet homme augmenté? Eh bien, une société qui, justement, est une société qui va correspondre à cet homme augmenté. Puisqu'on peut y arriver, allons-y, et évidemment, cela va entraîner beaucoup de conséquences dans la société. Alors, je vais maintenant rentrer dans la dernière partie de cette conférence, qui est de vous expliquer un petit peu les conférences qui vont suivre, hein, sans, je l'espère, déflorer les sujets de ceux qui vont venir après moi, mais pour vous montrer un petit peu la logique et toutes les conséquences, ou plutôt un certain nombre de conséquences que cela peut avoir. D'abord, vous comprenez que cette grande mutation de l'homme, eh bien, demande des changements qui sont quand même assez difficiles à lui faire accepter. C'est beaucoup de choses qui changent, et comment faire avec cette humanité composée de Gaulois ou d'autres qui ne sont pas toujours dociles aux ordres et qui n'ont pas envie d'écouter M. Schwab lorsqu'il nous dit « Nous avons les moyens de vous imposer ce que nous voulons ». Alors, comme l'a dit justement Jacques Attali, les peurs sont structurantes. Je dis juste au passant que c'est intéressant de constater la similitude des noms Harari et Attali. Attali, ça a été aussi un autre livre de spiritualité que j'ai parcouru ces derniers temps, en particulier un livre qui s'appelle « Une brève histoire de l'avenir ». C'est-à-dire que, par un certain mystère, Harari a repris comme sous-titre pour Homo Deus un titre que Attali avait utilisé. Si je connaissais Harari, je lui suggérais de faire un procès à Attali, mais je ne le connais pas. Voilà. Et donc Attali nous dit « les peurs sont structurantes ». Et il a bien raison, moi c'est très juste ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on a besoin de crise, l'humanité a besoin de crise, on a besoin de fabriquer des crises pour que ça fasse bien peur aux gens, qu'on fasse la dite pandémie, hein, qu'on exagère bien pour la cause, et qu'à l'occasion de ces crises, eh bien, on va faire des choses aux gens qu'ils n'auraient sinon jamais faites. Hein. On les oblige à se faire vacciner. Tout le monde, ou presque tout le monde, a peur des seringues. Et là, vas-y que j'y vais, 1, 2, 3, 4, et davantage. Qui aurait jamais pensé que Hitler ou que le pire des tyrans serait arrivé à imposer aux hommes de tous se masquer? Tous les hommes se masquent. Hein, et beaucoup d'autres choses encore qui se succèdent. Oui, les peurs sont structurantes. On fait aller l'humanité dans le sens où on veut qu'on aille grâce à ces crises qui sont structurantes. Un livre parmi les plus intéressants, cette fois-ci dans le bon sens, que j'ai lu, c'est le livre d'Antonio Furone, que je ne connais pas et je le regrette. Son livre est excellent, qui s'appelle « Oligarchie, crise et folie des grandeurs » et qui a très bien exprimé, voyez, l'importance, dans son chapitre 3, si je ne me trompe, l'importance des crises. Hein. Voilà. Pour obtenir que tout le monde aille dans le bon sens, multiplions des crises provoquées de toutes pièces.
Et ainsi, eh bien, on arrivera à faire cette transhumance difficile que souhaitent les réinitialisateurs. Donc c'est le thème, je crois, de la conférence qui suivra la mienne, pandémie exploitée dans le monde entier comme prétexte pour obtenir des hommes des choses impensables. La troisième conférence, eh bien, nous évoquera. Merci. La troisième conférence évoquera la différence entre les objectifs qui sont mis en avant, les objectifs apparents et les objectifs réels. Car je ne les ai pas encore bien dévoilés, mais si les objectifs réels des grands initialisateurs étaient connus, tout le monde se révolterait. Donc ce qu'on met en avant, c'est des objectifs alléchants, attirants, aux couleurs philanthropiques, mais il s'agit évidemment de passer de l'autre côté du miroir et de savoir ce qu'il y a derrière. C'est la troisième conférence. Parmi ces objectifs attirants, avec lesquels tout le monde doit être forcément d'accord, il y a la lutte contre la pollution, le respect des animaux, le respect de la nature en général. C'est un objectif avec lequel chacun d'entre nous est d'accord. Mais qu'y a-t-il derrière ? Eh bien, dans la quatrième conférence, on nous montrera des choses qui sont glaçantes, eh bien, en particulier la contestation radicale de la supériorité de l'espèce humaine sur toutes les autres espèces. Cela porte un nom récent qui s'appelle l'antispécisme. C'est-à-dire que non, il n'y a le grand tort, je dirais que le péché mortel de l'humanité jusqu'au XXIe siècle et jusqu'aux antispécistes, c'est d'avoir considéré qu'il y avait effectivement une différence essentielle qui existait entre les hommes et les autres animaux, c'est que les hommes sont des animaux raisonnables, même si malheureusement ils utilisent souvent bien mal leur raison, et les autres espèces. Eh bien non, les hommes doivent désormais considérer qu'ils sont une espèce parmi les autres et que toutes les espèces doivent avoir des droits. Et on arrive à une véritable révolution du droit, révolution juridique qui s'opère et qui est déjà très largement installée en faveur d'attribuer des droits, de considérer comme des sujets de droit tant les animaux que les plantes, que les fleuves, et c'est très largement commencé. Le Colorado et le Gange ou l'Himalaya sont déjà sujets de droit. Et bien sûr, oui, une avalanche de peurs se succéderont pour faire avancer, vous voyez, l'humanité dans le sens qu'on veut, l'humanité qui a saccagé la Terre et l'humanité qui doit maintenant se connaître comme étant une espèce parmi les autres. Dans le livre de Harari, eh bien, on comprend le fondement des choses. Harari considère que tous les êtres vivants, les plantes, les animaux comme les hommes, sont en fait de purs algorithmes. Les plus compliqués, ce sont les algorithmes humains, mais il n'y a pas de différence réelle entre les plantes, les animaux et les hommes. Ce sont des algorithmes, et encore un petit peu de temps, et on déchiffrera tous ces algorithmes. Et donc les hommes sont simplement des organismes parmi les autres, et c'est tout. Et derrière cela, donc, il y a parmi les blasphèmes du livre d'Harari, eh bien, il y a évidemment explicitement une remise en cause du texte de la Genèse, où Dieu dit au contraire à Adam et Ève qu'ils domineront la terre. Domination qui évidemment doit se faire d'une façon raisonnable, et Dieu sait qu'elle ne s'est pas toujours faite d'une façon raisonnable, mais c'était comme ça que les choses nous avaient été demandées par Dieu. La conférence d'après vous exposera vers quelle société nous amène le transhumanisme. Donc les mutants que nous sommes ou qu'on veut que nous soyons, les mutants libérés de tous les déterminismes, eh bien seront
connectés, tous les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle l'Internet de tous les objets. Et tous les objets, comprenez, vraiment tous les organismes et tous les objets. C'est-à-dire vous et moi, nos petits chiens, nos petits chats, nos voitures et nos frigidaires, nous serons tous connectés les uns aux autres. C'est l'interconnectivité totale qui est un des grands leitmotivs de Schwab. Voyez. Et dans quel but? Eh bien, dans le but que tout le monde se fondera dans une interconnectivité totale. Et il y aura, vous voyez, on n'est pas simplement dans la fiction, on est déjà dans des choses qui sont très fortement en cours, puisque aujourd'hui, en tout cas il y a un an, je crois qu'il y avait déjà plus de 20 milliards d'objets qui étaient connectés, et que l'ambition de 2030, c'est 50 milliards. Et qu'on est en train de mettre en place des super ordinateurs qui seront capables de traiter en un instant les datas, les données qui remonteront de tous ces objets, de tous ceux qui seront connectés et qui seront capables de les traiter dans l'instant. Vous voyez, on n'est pas encore à ce qu'on appelle le yotaflop. Qu'est-ce que c'est que le flop? Le flop, c'est une unité de mesure qui est là pour nous dire combien on peut traiter d'informations par seconde. Le but, c'est d'arriver au yotaflop qui permettra en une seconde, par ces super ordinateurs, de prendre en compte 1 million de milliards de données. Et on arrive à ce que Harari appelle le gouvernement par le dataïsme, c'est-à-dire que ces super ordinateurs seront dans un premier temps des aides qui seront données aux gouvernants pour gouverner, mais qui sont, dit Harari qui a vraiment l'oreille de Schwab, et qui seront le mode de gouvernement du futur. Harari va plus loin et il dit que ce dataïsme sera même la religion du futur. Pourquoi? Parce qu'il fait la comparaison entre ce qu'on dit de Dieu, ce qu'on a dit de Dieu jusqu'ici et ce qu'on dit du dataïsme maintenant, c'est-à-dire que Dieu est tout-puissant, Dieu voit partout, toutes les choses remontent à Dieu et Dieu décide en une seconde. Dit Harari, on aura ainsi l'esprit universel avec le dataïsme qui en réalité fera ce que les hommes ont dit que Dieu faisait jusqu'ici. Dataïsme, mode de gouvernement du futur et peut-être même religion du futur. Un autre auteur de futurologie, comme on dit aujourd'hui, que j'ai lu, c'est Buenot, Antoine Buenot, qui était professeur de science-fiction et de futurologie à Sciences Po. Bonjour pour les politiciens que nous aurons demain. Et en ce qui concerne Buenot, il pense, comme Harari, qu'on arrivera au gouvernement par le dataïsme, tout en étant un petit peu dubitatif quand même sur le fait que cela en fasse une vraie religion, comme le dit Harari. Voilà, donc je dirais, quel gouvernement dans cette société future? À ce moment-là de l'avancement de l'université d'été, vous en aurez entendu assez pour évaluer le caractère destructeur de cette utopie, non seulement anti-chrétienne, mais anti-humaine. Et c'est pourquoi je salue ici la présence de tous nos amis qui ne sont peut-être pas catholiques, mais qui viennent ici parce qu'ils ont compris intuitivement, ou plus fortement encore, que nous sommes dans un combat qui est un combat peut-être jamais vu dans l'histoire de l'humanité, car ce que veulent ces gens, c'est la destruction de l'homme. Et Monseigneur Vigano montrera, je le crois, que c'est toujours ce même combat qui avait été dit par notre grand Saint-Augustin, combat entre les deux cités, la cité de Dieu et la cité du diable, qui fait rage aujourd'hui plus que jamais. Après la conférence de Monseigneur Vigano, il y aura celle
qui ensuite vous parlera de l'ingénierie sociale. Cette expression est due, je crois, à M. Lucien Cerise et qui montre, vous voyez, à quel point a été élaboré, d'une façon géniale, un attirail de ruses, d'astuces utilisées par nos prestidigitateurs pour amener les hommes avec une immense virtuosité là où il faut qu'ils aillent. Et puis, il nous restera à M. Escada et à moi-même, eh bien, la tâche peu facile de vous dire, eh bien, comment on va, comment on doit combattre contre tout cela. Pour conclure, chers amis, eh bien, j'ajouterai que, voyez, il faut, je pense que vous l'avez compris à demi-mot, mais je l'explicite dans cette conclusion, et que parmi justement ces objectifs apparents qu'on nous fait miroiter, hein, qu'on va arriver, que nous allons, tout ça est dans Schwab à demi-mot et dans Harari complètement, on va arriver à un bonheur. Harari donne des recettes, un bonheur de chacun sur la terre. On ne connaîtra plus la souffrance sur la terre. Va arriver à une société parfaite. Objectif apparent. Et je dis juste, pour être sûr que vous l'avez bien compris, la réalité de ce vers quoi on va, et qui est, c'est pour ça que c'est assez facile de le comprendre, et qui est si largement déjà conduite jusqu'ici. En réalité, on va vers une déshumanisation très profonde de l'homme. Parce que, vous voyez, on nous dit, pour pouvoir parvenir à l'ère des cieux, il faut que vous fassiez un certain nombre de sacrifices de ce à quoi vous êtes habitués. Et il faut que vous acceptiez de sacrifier votre pays, votre langue, votre histoire, votre langue nationale, vos habitudes, votre religion, votre famille, votre travail, et toutes ces choses qui finalement font que, eh bien, vous tenez, vous êtes agrippés à vos traditions, vous êtes des traditionnalistes, si vous voulez, hein, et vous nous gênez, parce que vous ne nous permettez pas de faire avancer l'humanité vers ce que l'on veut, et qui est justement le temps des surhommes. Voilà. Donc tant pis pour vous, si vous n'acceptez pas, vous serez délaissés pour compte. Je crois que Harari dit gentiment que les laissés pour compte, eh bien, seront pour les surhommes à peu près ce que sont les chimpanzés pour les hommes d'aujourd'hui. Et voilà, donc voilà. Mais la réalité, vous voyez, c'est que c'est la destruction de l'humanité, et nous sommes effectivement par rapport à des hommes, vous le savez tous, qui veulent une restriction drastique du nombre d'hommes sur la Terre, d'abord parce que ce serait un petit peu ennuyeux s'il y avait 9 milliards d'immortels sur la Terre, surtout s'ils ont encore des enfants, donc il faut qu'il y en ait un certain nombre qui disparaissent, hein, et les chiffres à la baisse parviennent à jusqu'à 600 millions. Faites le calcul d'hommes sur la Terre, 600 millions, voilà. Eh bien, voilà, pour nous la question c'est de savoir, avec la Boétie, si nous sommes prêts à la servitude volontaire. En ce qui me concerne, j'ai répondu. Merci.